أهلا وسهلا مرحبا بكم. Durant cette séquence vidéo intitulée Coordination de mouvement au cours du réflexe myotatique, dernier cours de la première partie de neurophysiologie destinée aux élèves de la 4e année sciences expérimentales, نحاولوا نفهموا فيه la coordination de mouvement d'une façon très simplifiée. كيف درس هذايا ces derniers cours de la première partie. Après avoir étudié le message nerveux, potentiel d'action, potentiel de récepteur, propagation du message nerveux, les connexions entre donc, les neurones, les ondes de jonction, c'est ce qu'on appelle les synapses, inhibitrices, excitatrices, ainsi que le phénomène donc, de sommation spatiale, sommation temporelle. Les connaissances maintenant, c'est le temps où on va les assembler dans ce petit cours. Tout d'abord, concernant le réflexe myotatique, اللي شفناه تقريبا deuxième cours de neurophysiologie, le support anatomique du réflexe myotatique représenté par le fuseau neuromusculaire localisé dans le muscle lui-même, sensible à l'étirement, c'est un mécanorécepteur. L'élément numéro 2, voie sensitive afférente à conduction centripète qui passe dans la racine dorsale, dans le corps cellulaire et localisé dans le ganglion spinal. Le centre nerveux représenté par la moelle épinière, donc c'est un réflexe médulaire. La racine ventrale renferme des fibres motrices efférentes à conduction centrifuge, ce sont les fibres alpha. Enfin, le muscle, c'est l'effecteur qui va répondre par une contraction correctrice. Maintenant, il nous reste à déterminer le circuit ou bien l'arc réflexe myotatique, c'est-à-dire constitué de combien de neurones. Pour répondre à cette question, on se base sur cette expérience. On va mettre une électrode stimulatrice au niveau de la racine dorsale, électrode réceptrice placée au niveau du cône axonique de la fibre alpha du motoneurone connecté au même muscle, là où il se trouve le FNM. L'application d'une stimulation efficace donne naissance au niveau de l'oscilloscope d'un potentiel d'action. Un PA, voilà, ça c'est moins 70 millivolts. Là c'est plus 30. Artefact de stimulation. Là, je veux l'appeler O, l'artefact, là c'est A. Et ce temps qu'on a vu précédemment, c'est ce qu'on appelle le temps de latence. Temps de latence. Ce temps, comme on a vu lorsqu'on a calculé la vitesse de propagation du message nerveux, c'est le temps émis par le message nerveux pour passer de l'électrode stimulatrice jusqu'à l'électrode réceptrice. Le calcul donc, de ce temps montre qu'il est à peu près égal à 0,7 millisecondes. Parfois, on peut trouver 0,8 millisecondes selon l'emplacement des électrodes. Sachant que le délai synaptique est de 0,5 millisecondes, c'est quoi le délai synaptique? C'est le temps émis par le message nerveux pour passer à travers une synapse. Donc, les cascades des événements de transmission synaptique, arrivée de PA, ouverture de CVD à calcium, entrée donc de ces ions, exocytose, fixation de neurotransmetteurs sur les récepteurs spécifiques, ouverture de CCD, entrée par exemple des ions Na+, création de PPSE. S'il atteint le seuil, il donne un potentiel d'action. L'ensemble de ces événements nécessite un délai qui s'appelle délai synaptique qui est égal à 0,5 millisecondes. Sachant maintenant que ce délai 0,5 millisecondes et le temps émis par le message nerveux de stimulateur jusqu'à l'électrode réceptrice est 0,7, la question se pose, combien de synapses a franchi ce message? 0,7 renferme un seul 0,5 entre parenthèses. Donc, le message nerveux a franchi une seule synapse. Donc, le circuit est monosynaptique. وهكا طلعنا اللي الفيبر sensitive afférente est connectée directement à la fibre motrice efférente alpha. Donc, le réflexe myotatique, c'est un circuit monosynaptique. Et cette synapse, c'est une synapse excitatrice, puisqu'elle a engendré un peu PPSE capable de donner un potentiel d'action s'il atteint le seuil.
Passons maintenant à la coordination de mouvement. Lorsque ces deux muscles extenseurs et les muscles fléchisseurs, qui sont localisés au niveau de la même articulation, sont qualifiés comme étant deux muscles antagonistes. Je m'en ai un muscle antagoniste. Si l'un se contracte, l'autre se relâche et vice-versa. Donc, ce sont deux muscles antagonistes. Au cours du réflexe myotatique, l'activité de ces deux muscles est tout à fait coordonnée. La question se pose comment? On sait que l'étirement du muscle extenseur va donner un potentiel, un message nerveux codé en fréquence, puisqu'il est généré à partir d'un récepteur sensoriel. Ce message assure la naissance d'un message nerveux au niveau de la fibre alpha du même muscle, ce qui assure la contraction du muscle extenseur en réponse à cet étirement. La question qui se pose, l'autre muscle fléchisseur, il va être étiré. La question qui se pose, comment? Et durant cette activité du muscle, on va essayer de voir comment la fibre sensitive afférente est connectée à la fibre alpha du muscle antagoniste. On essaie d'effectuer donc la même expérience. On stimule la fibre sensitive et on implante une électrode réceptrice au niveau du cône axonique du alpha du muscle maintenant antagoniste. La stimulation, elle donne tout d'abord artefact de stimulation, temps de latence et une hyperpolarisation. Je veux l'appeler O et là c'est A'. Donc OA', c'est le temps de latence, c'est le temps émis par le message nerveux pour passer de l'électrode stimulatrice à l'électrode réceptrice qui est implantée au niveau du cône axonique de alpha antagoniste. Ce temps de latence-là, on a trouvé qu'il est à peu près égal à 1,2 millisecondes. Sachant que le délai synaptique il est constant, est égal à 0,5 millisecondes, la question qui se pose, combien de synapses a franchi ce message? 1,2 millisecondes, c'est un temps qui contient 2,05 millisecondes. 0,5 plus 0,5, 1. Et il reste 0,2 millisecondes, c'est le temps de passage. Donc, le message nerveux a franchi 2 synapses. Et la dernière synapse, c'est-à-dire la deuxième, est une synapse inhibitrice puisqu'elle a engendré un PSI. Donc, le circuit mis en jeu, c'est un circuit disynaptique. Tout d'abord, il y a une première synapse entre la fibre sensitive afférente et un interneurone. La création d'un PPSE qui atteint le seuil et déclenche un PA active la deuxième synapse qui est inhibitrice. Donc cette synapse, elle est inhibitrice et connectée à la fibre alpha du muscle antagoniste. Par contre, la première synapse est tout à fait excitatrice parce que le neurone sensitif, c'est un neurone excitateur et engendre toujours un PPSE. Donc la première synapse excitatrice et la seconde, c'est inhibitrice. Au cours de la coordination de mouvement, il y a 2 synapses pour assurer l'étirement du muscle antagoniste. Maintenant, la coordination du mouvement, tout d'abord, le fuseau neuromusculaire génère un message afférent qui passe à travers une voie sensitive à conduction centripète jusqu'à la moelle épinière, qui est le centre nerveux. À partir de la moelle épinière, il y a excitation de motoneurone alpha du muscle étiré et inhibition de motoneurone alpha du muscle antagoniste. Dans ce cas, le muscle étiré répond par une contraction correctrice, alors que le muscle antagoniste, il répond par un étirement, ce qui assure la coordination du mouvement qui s'effectue par ce qu'on appelle l'innervation réciproque. L'innervation réciproque correspond donc à l'innervation du muscle antagoniste, assurant la coordination de leur fonctionnement par activation de motoneurone alpha du même muscle, entraînant sa contraction par un circuit
monosynaptique formée de chaînes de 2 neurones, un neurone sensitif et un neurone moteur. Inhibition des motoneurones alpha du muscle antagoniste par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur, entraînant son relâchement par un circuit polysynaptique formé de chaînes de 3 neurones, s'articulant par 2 synapses, une excitatrice et une inhibitrice. Récapitulons maintenant. Au cours du réflexe myotatique, l'étirement du muscle assure la naissance d'un potentiel de récepteur au niveau du site transducteur. S'il atteint le seuil au niveau du site générateur, il donne naissance à un train de potentiel d'action puisque le message est codé en modulation de fréquence. Arrivant au niveau du cône axonique de alpha du même muscle, il y a naissance d'un PPSE. Ce PPSE global, il atteint le seuil et déclenche un potentiel d'action parce qu'à ce point, il y a une sommation temporelle puisqu'il y a arrivé d'un train de potentiel d'action. L'élément numéro 4, il y a naissance d'un train de potentiel d'action, un train de PA. Ce train donc de PA assure la contraction du muscle qui a été étiré par des potentiels d'action musculaire. Par contre, au niveau de l'élément numéro 6, la connexion entre la fibre sensitive et le corps cellulaire de l'interneurone inhibiteur, il y a création d'un PPS global qui atteint le seuil et déclenche un potentiel ou bien un message nerveux au niveau de l'interneurone inhibiteur. Au niveau de l'élément numéro 8, il y a création d'un PPSI. Le PPSI diminue d'amplitude jusqu'à ce qu'il donne au niveau de l'axone de alpha du muscle antagoniste un potentiel de repos. Ce potentiel de repos assure le relâchement du muscle antagoniste, ce qui assure la coordination du mouvement.